parler de recrutement pendant 1 heure et de la difficulté qu'ont les entreprises de tout secteur qui sont touchées par la pénurie de candidats, avec 2 problématiques quand même majeures. On a des secteurs ou des entreprises qui sont peu attractifs, et on a aussi pas mal de métiers en tension parce que ça nécessite pas mal d'expertise. Et j'ai quand même 4 personnes de choc là pour parler de tout ça avec moi. C'est pas bien de commencer par les hommes, mais comme Julien, t'es le seul, je vais commencer par te présenter. Donc, Julien Hervouette, CEO et fondateur de iAdvise. iAdvise, je pense que, en tout cas, les Nantais doivent tous connaître. Une très belle start-up spécialisée dans l'expérience conversationnelle omnicanal. Et je crois, si j'ai bien regardé, qu'il y a plus de 200 collaborateurs chez iAdvise. On continue sur, on va dire, la partie licorne startup avec Nolwenn, qui est cofondatrice, DRH et responsable communication chez Life, qui est un producteur d'hydrogène renouvelable et écologique. Et je crois que vous êtes un peu plus d'une centaine chez Life aujourd'hui, avec une croissance assez importante. On a une petite heure, donc du coup, on va pouvoir aborder tout ça. Et on passe sur nos entreprises un peu plus traditionnelles. Donc on a Estelle avec nous, qui est associée chez HLP, conseil, parce que je fais une erreur sur LinkedIn et j'ai vu que tu avais un homologue, qui est cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes et aussi qui fait de l'audit sur Nantes. Vous êtes un peu plus de 100 collaborateurs, aussi 110 exactement. Et ma dernière invitée est Valentine, qui est DRH de Suravenir Assurance, qui est une filiale du groupe Arkea, Crédit Mutuel. Et de ton côté, Valentine, il y a un peu moins de 300 collaborateurs du coup, dans ton entreprise. Donc, on va parler directement de 3 parties pendant 1 heure, sens au travail, recrutement, et si on a un petit peu le temps, on abordera le sujet de la fidélisation, sachant que en fonction de comment sont nos échanges, on prendra peut-être un temps de questions-réponses à la fin. Si on n'a pas le temps, forcément, j'espère que vous avez prévu 5 à 10 minutes pour les personnes s'ils ont des questions. Si on commence par le sens au travail, il y a pas mal d'études en ce moment qui disent que notamment les jeunes choisissent une entreprise principalement par passion et que du coup, finalement, le salaire n'est pas pour ces jeunes la priorité dans leur recherche, qui aurait finalement une crise de sens au travail pour les jeunes et qui arriverait moins autour de la quarantaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans vos entreprises depuis le Covid ? Et est-ce que ça crée des difficultés ou des opportunités ? Et je garde le même combat. Julien, je commence par toi. Bon, merci de nous avoir. Ça fait très plaisir d'être ici avec vous et de renouer avec l'événementiel. Alors, la question du sens au travail, chez iAdvise, elle a existé, elle existe, mais elle existait aussi avant le Covid. La particularité d'iAdvise, c'est qu'on est un peu à la frontière de la tech, et on a recruté beaucoup de gens qui ont rejoint une boîte très centrée sur l'humain, dont le métier est d'humaniser l'expérience client en ligne, et qu'on rejoint cette boîte-là parce que finalement, elle venait chercher une forme de sens dans la réalisation humaine. Le fait est qu'avant le Covid, on avait de très nombreux départs de personnes qui partaient faire complètement autre chose. Voilà. Donc on a eu des gens en reconversion, des gens qui sont partis faire de l'agriculture, qui sont devenus naturopathes, qui sont devenus boulangers, etc. Et finalement, on a tout un ensemble de personnes qui sont allées chercher du sens dans leur métier, dans la matière, dans le fait de faire. Voilà. Alors naturellement, après le Covid, comme beaucoup de boîtes, on a connu une vague de départ assez massive. C'est la résultante finalement, du fait qu'il y a eu très peu de départs pendant la période de Covid. C'est normal. Personne ne savait exactement comment le marché allait se comporter. Beaucoup de personnes ont cherché, y compris les entreprises, à sécuriser leur position. Et ça a créé une file d'attente. Et on a beaucoup de gens qui sont partis à l'issue des différents confinements. Et ça, beaucoup de boîtes le partagent. Start-up et sociétés plus traditionnelles. Et puis aujourd'hui, on a effectivement encore des
des départs, même si la situation s'est calmée, avec un sujet autour du sens qui, je pense, a évolué et qui a évolué sur la dynamique du corps social. Voilà, je pense que l'être humain est un animal social, qu'on a besoin de travailler ensemble, de rêver ensemble, et quand on le fait en se réunissant, ça devient tout de suite beaucoup plus porteur de sens. Et avec l'incroyable développement du télétravail et du remote, les gens se sont déconnectés. Les gens, en fait, se voient mais ne se regardent plus, s'écoutent mais ne s'entendent plus vraiment, et surtout ne travaillent plus réellement ensemble. Et moi, j'ai senti une forme de crise très forte sur... J'arrive plus à trouver du sens, mais parce que ce sens, autrefois, il s'incarne au travers du collectif auquel j'appartiens, des personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je relève des challenges et des difficultés, j'affronte des crises. Et ça a disparu. Voilà. Et en l'occurrence, ce qui a provoqué aussi beaucoup de départs après le confinement. Est-ce que tu m'expliquais en préparant cette table ronde, c'est que ça t'a aussi créé des arrivées qui ont donc finalement une forme d'opportunité aussi, recréer ce collectif au bureau. Oui, effectivement, quand les gens sont partis, qu'ils ont quitté finalement leur chambre, leur salon, leur cuisine, en réalité, plus que quitter l'entreprise, ils ont cherché à recréer une histoire, un parcours personnel, et donc ils viennent se reconnecter au bureau, et c'est ce qu'ils viennent rechercher pour créer une nouvelle dynamique. Et effectivement, aujourd'hui, si on regarde les taux d'occupation dans nos bureaux, on a une présence plus forte des nouveaux arrivants que des anciens. Intéressant. Estelle, toi de ton côté, chez HLP, comment tu vis ça ? Enfin, comment ça se passe ? Chez HLP, plusieurs services et plusieurs réalités en fait. Or, au risque de vous surprendre, la partie donc compta et sociale qui pouvait souffrir d'une certaine image, mais là je vous surprends pas en disant ça, en fait a été très impactée mais positivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant 2 ans, au fur et à mesure des décrets, des effets d'annonce dans les médias, les radios, notre standard explosait, les lignes téléphoniques explosaient et les questions explosaient. Et donc, il y a eu un très fort rapprochement de la relation client entre nos collaborateurs et les clients. C'est-à-dire que le comptable, au sens large, n'est pas celui qui produit que le bilan de fin d'année pour l'administration fiscale, voilà. Mais on a besoin de lui pour décortiquer toute cette actualité très riche qu'il y a eu au fil de tous ces aides sociales et puis d'aides de subventions pendant ces 2 années. Donc, on a eu un rapprochement très fort et ce qui a remis du sens au travail, du sens de la relation client. Et ça, effectivement, on ne l'avait pas anticipé, évidemment. Et donc, ça a plutôt eu un effet positif. Ça, c'est le côté positif, parce que je suis quelqu'un plutôt de très optimiste. Le côté, il y a eu un effet très, 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 très fort, très impactant, parce qu'on a été les équipes ont été extrêmement sollicitées. Je ne sais plus le nombre, on a arrêté de compter le nombre de décrets, notamment sur la partie sociale. Voilà, on a quand même 982 conventions collectives en France, donc à chaque décret, sa particularité à sa convention collective. Donc on a eu un tsunami sur notre équipe sociale qui a assuré, et donc ça les a vraiment mis en valeur par rapport aux clients, parce qu'on a eu beaucoup de retours très positifs de nos clients. Donc toi, tu veux dire que quelque part, cette crise sanitaire a permis de leur apporter, il y a eu plus de sens au travers de la relation client dans leur travail. Et ça les a mis en lumière. Parce que voilà, quand il y a une personne qui n'est pas drôle dans un film ou une pièce de théâtre, il est soit comptable, soit contrôleur fiscal. Et donc, en fait, ça les a mis en lumière, et alors de manière très forte et dense, pendant une période qui était vraiment longue. Mais oui, ça a vraiment donné du sens. Ils étaient là pour aider, et en fait, les interlocuteurs et les dirigeants qui n'étaient plus en vadrouille, plus à travers le monde, voilà, qui étaient centrés sur leur entreprise, ont pris plus de temps à communiquer avec les équipes. Ils avaient des besoins, et puis voilà, tout le monde apprenait en même temps. Donc, ça a eu cet effet positif.
Par contre, je rejoins effectivement sur la partie lien social, sur la partie audit au sens large, commissariat aux comptes et audit au sens large, où là, on a plutôt des nomades, des décédants qui aiment vadrouiller, aller d'entreprise en entreprise, et puis les déplacements, et puis les soirées post-déplacement. C'est un petit peu voilà, quand même l'ADN des auditeurs. Et là, faire de l'audit derrière son PC, dans sa cuisine, comme disait Julien, ou dans sa chambre, le sens, il était très, très compliqué à trouver, et surtout sur la durée. Voilà, on peut l'accepter sur quelques semaines, quelques mois. Et même quand on a été autorisé à revenir au bureau, certaines grandes entreprises voilà, nous fermaient les portes, en fait, voulaient qu'on reste sur des audits à distance. Et là, le sens au travail est vraiment compliqué à retrouver. Okay. Et Valentine, de ton côté, est-ce que tu as des actions est-ce que tu constates cette problématique ou en tout cas ce questionnement des jeunes sur la partie crise de sens? Et est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, travailler sur la marque employeur et organisation? Alors, je crois que la recherche de sens, elle ne date pas de la crise sanitaire. Ça fait des années que je trouve qu'en effet, nos candidats, ils viennent pas pour un salaire. On est en concurrence avec tous les autres compagnies d'assurance. On a plutôt des très bonnes conditions de travail dans le secteur de la banque assurance. Et donc, ils viennent chercher autre chose. Et donc, beaucoup autour des valeurs humaines, de notre engagement RSE, de nos axes de différenciation, en fait. Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. Après, moi, j'ai constaté, en effet, pendant ce que disait un petit peu Julien, c'est que le confinement, pour certains, a été une période d'introspection. Ils se sont retrouvés tout seuls, toute la journée, enfermés, etc. Et donc, j'ai eu une vague, en effet, de gens qui ont demandé des ruptures conventionnelles pour partir sur des projets, alors plus ou moins, à mon avis, viables pour certains, mais en tout cas, des envies de faire complètement autre chose. En effet, photographe, je ne sais pas, s'occuper des animaux, partir à la campagne. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Donc ça a été l'effet confinement. Alors on a accompagné plus ou moins certains projets pour certains collaborateurs, mais la recherche de sens, elle est perpétuelle en fait, et on sait bien dans toutes les enquêtes qui sont menées que c'est pas le salaire. Enfin, le salaire est un facteur de démotivation éventuellement, mais le premier facteur, c'est ambiance au travail, collectif. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à investir beaucoup sur l'environnement de travail. On a déjà des locaux qui sont plutôt très, très sympas. Mais là, on a un grand projet. On fait des espaces de coworking, on fait des espaces de travail très modulaires, très collaboratifs, travaillant sur l'agilité. Voilà, et donc, je sais qu'en tout cas, quand on a un candidat qui est intéressé et qu'on lui fait visiter les locaux, en général, on marque des points très, très certainement, ouais. Et même avec l'essor du télétravail? Justement, le télétravail nous amène, on a un projet qui s'appelle Espace 3.0, où on est en train de faire en sorte que le lieu de travail soit encore plus attractif qu'avant. Il faut que, maintenant, ils ont adopté le télétravail, donc quand ils viennent, il faut vraiment qu'on leur offre des espaces de travail différenciés en fonction de ce qu'ils vont faire chaque jour, des services, donc on travaille beaucoup aussi là-dessus. Voilà, il faut que ce soit encore plus chouette qu'avant. Déjà, c'était pas mal, mais donc voilà. Et Nolwenn, de ton côté, alors je dois dire que le sens, quand on lit la raison d'être de Life, je la cite, « Life, c'est avant tout une équipe réunie autour d'une ambition, offrir un avenir durable à nos enfants ». Alors on s'imagine qu'avec tes associés, tu as dû passer par cette crise de sens et que tu peux aussi certainement nous étayer comment ça se passe de ton côté et si tu vis aussi ça avec tes équipes. Oui, c'est sûr que l'ADN de Life, c'est fait sens, je pense. Enfin, en tout cas, fait sens à notre niveau. Tous les associés fondateurs ont rejoint l'aventure pour ça. Et donc, c'est une entreprise aujourd'hui qui est très incarnée par cette envie de faire les choses bien, de travailler pour l'avenir de nos enfants. Donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi de faire ressentir ça aux candidats, qu'on est sur une aventure qui est vraie, qui est sincère. Et je pense que ça fait notre force aussi, c'est qu'on a des gens en face de nous qui viennent pour ça, qui viennent pour rejoindre un combat, plus qu'une entreprise. Et les personnes qui nous rejoignnt, on les challenge beaucoup justement sur cette fibre environnementale. En général, on n'est pas déçus. Et au-delà du sens
de leur travail, de leur fonction, du secteur d'activité. Il y a aussi l'impact en fait, qu'on peut avoir dans une entreprise. Et on a beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui viennent de très grands groupes, qui ont eu des postes en or d'ailleurs, avec des salaires mirobolants, et qui se retrouvent déçus en fait, par l'impact qu'ils peuvent individuellement avoir au niveau de l'entreprise et plus généralement dans l'environnement bien sûr, mais dans leur écosystème. Donc pour nous, il y a le sens, c'est ces deux dimensions. C'est l'environnement, pour nous, c'est ce qui fait sens. C'est la bataille pour l'environnement, la bataille pour nos enfants, et aussi l'impact individuel que chacun peut avoir dans une entreprise et que certains perdent dans les couloirs de certains grands groupes. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet qui est la partie recrutement. Et du coup, on parle beaucoup des difficultés qu'ont les PME, les ETI, les licornes, les startups sur le recrutement. Il y a aussi, on sait qu'il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place, des reconversions, des formations courtes, plus de quotas aussi dans les écoles pour, en tout cas, les startups sur les développeurs. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est les profils plus seniors, les profils plus techniques dans tous les domaines. Et en préparant, on a vu que c'était le cas pour vous tous. Et que sur certains secteurs plus que d'autres, ces profils sont particulièrement volatiles puisque du coup les salaires s'envolent. Et que du coup, nous, en tout cas, côté start-up, on a des taux de turnover qui sont très forts là-dessus. Et je crois que les chiffres du marché sont autour de 15%. Julien, toi, tu es concerné par cette problématique. Et comment tu t'organises chez iAdvise ? Alors oui, on est évidemment touché comme toutes les boîtes de la tech. En particulier pour une boîte comme iAdvise qui est devenue une vieille start-up. Voilà. En réalité, aujourd'hui, on pourrait parler de scale-up, mais on est davantage devenu une PME, si on veut sortir un peu des termes fashion qui nous font briller. Donc évidemment, comme toutes les boîtes de la tech, on a été extrêmement touchés. On a été touché parce qu'en fait, à une échelle macroéconomique, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait jamais vécu en France et globalement dans le monde. En 2019, le marché en France a été financé à hauteur de 4 milliards. Les 4 milliards qui ont été injectés dans les sociétés. En 2020, période de confinement, vous avez 6 milliards qui ont été injectés dans les boîtes. Donc, en pleine période de crise, on fait plus 20, plus 30% en capacité de financement. En 2021, c'est 12 milliards. 12 milliards qui ont été injectés dans les boîtes. Donc on a tous entendu parler des gigas levées qui ont eu lieu, des licornes qui se sont mises à pousser comme des champignons. Et puis il y a aussi tout un ensemble de plus petites boîtes qui se sont fait financer en amorçage ou en post-amorçage à coût de 10-20 millions. Et toutes ces sociétés-là, en fait, elles se tournent vers une ressource qui est une matière première de la tech, qui est la matière grise, donc les développeurs. Et puis évidemment, toutes les fonctions de distribution du produit, sales, marketing, etc. Et finalement, cette entrée incroyable de capitaux sur les marchés fait que d'un seul coup, vous avez en même temps des dizaines de sociétés qui sont déjà extrêmement dimensionnées, qui vont peut-être avoir des équipes product engineering qui vont faire 100 personnes et qui se donnent pour objectif de faire passer ces équipes de 100 à 300 personnes. Et vous avez des dizaines de sociétés qui font ça en même temps, plus des sociétés plus émergentes qui sont financées et dont l'objectif est de construire un produit, de prendre un marché, d'aller très vite et d'aller constituer des équipes de 50, 100 ingénieurs en seulement 12, 18 mois. Donc, tu parlais de la formation. On forme à la reconversion, mais finalement, on n'a pas autant de développeurs qu'en ont besoin aujourd'hui toutes ces scale-up, toutes ces start-up et toutes ces sociétés émergentes. Et donc, on s'est retrouvé dans un phénomène où, évidemment, les sociétés sont allées les chercher là où elles sont, c'est-à-dire chez d'autres. Et donc, tout le monde s'est mis à se piquer des talents dans tous les sens, créant naturellement une inflation extrêmement forte des salaires. Sur les dernières années, chez iAdvise, j'ai demandé ce chiffre-là dans le cadre de cette table ronde,
la rémunération moyenne des ingénieurs chez nous, elle a augmenté de 45%. 45%, c'est gigantesque. Si dans le milieu de l'assurance ou de l'audit, on vous demandait d'augmenter la rémunération de 45% de vos auditeurs, votre modèle économique, il vole en éclats. Voilà. Et nous, on n'est pas en capacité d'imputer une augmentation de tarif de 45%. Et par ailleurs, on ne fait pas augmenter notre capacité de productivité, de production de 45%. Et dans la tech, la compétitivité, elle passe par l'innovation, par la capacité de production. Voilà. Et alors, comment tu fais ? Déjà, on augmente les salaires. Voilà. Et ça, en fait, on se dit ok, très bien. En fait, les collaborateurs, Valentine, tu disais, voilà, c'est pas une motivation intrinsèque. Hein. Le sujet intrinsèque, c'est qu'est-ce que je fais, avec qui, pourquoi je le fais. Et la rémunération est un peu plus extrinsèque. Seulement, quand un chasseur vous appelle pour vous dire, écoutez, là, vous êtes en poste et on vous propose une rémunération de 30, 40, 50% supérieure, et chez les devs, ça a été une réalité, ça vous perturbe. En fait, qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je suis payé réellement à ma juste valeur ? Voilà. Donc, en fait, honnêtement, le premier levier, ça a été l'évolution de la rémunération. Et puis ensuite, c'était compliqué chez Advice de faire quelque chose en plus. Les beaux locaux, ça faisait longtemps qu'on les avait, la free food aussi, toutes les conditions de travail et tout le cadre de travail qu'on est capable de proposer. Finalement, maintenant, on était dans les standards. Voilà. Donc, on a cherché à beaucoup travailler sur qu'est-ce qui fait nos différences. Qu'est-ce qui fait notre différence sur la façon dont on travaille, sur les technologies sur lesquelles on développe, sur les modes de collaboration, et de réussir à se distinguer aussi sur l'impact qu'un collaborateur peut avoir en rejoignant un Advice. Parce que quand on est, tu disais on est 200, voilà, quand on est le numéro 201, on a encore de l'impact plus que quand on est le numéro 1293. Voilà, on est au contact des exécutifs, on peut influencer sur la roadmap, sur la stratégie de l'entreprise, on peut avoir facilement accès au C-level de l'entreprise. Et donc, c'est ça aussi qu'on cherche à mettre en avant. Merci Julien. Nolwenn, toi, tu me disais que tu étais moins impacté, donc grâce à quelque part au sens et au côté tribu, comme tu le disais tout à l'heure. Mais tu me disais quand même que sur l'électronique en puissance, tu avais quelques difficultés à trouver des profils. Donc, quelque part, tu es concerné aussi, malgré le sens fort de ta raison d'être. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, on a... Alors, c'est assez drôle, ce secteur de l'hydrogène, parce qu'en fait, on recrute des gens qui vont travailler dans le gaz. Hein. C'est quand même pas sexy, c'est pas glamour, et pour autant... ce qu'on offre derrière est a priori très, très attractif, et pour revenir sur la question du sens. Et après, on a en effet dans notre population des personnes qui sont très techniques. Alors là, on n'est pas sur du dev, mais on est sur des ingénieurs qui vont travailler notamment sur des sujets qui sont l'électronique de puissance. Il en existe très peu, en fait, en France, comme il existe très peu de gens qui sont spécialisés sur le marché et le cours de l'énergie, par exemple. Voilà, c'est des profils qui sont très rares. Donc après, on chasse. Et ouais, c'est la chasse qui t'aide à pouvoir recruter. Ouais, pour des profils, encore l'électronique de puissance, on a réussi à avoir des candidatures assez nombreuses, mais on a des profils, par exemple, des dessinateurs projeteurs. C'est des métiers qui sont assez rares et pour lesquels, oui, on est obligé d'aller faire des opérations de chasse. Mais pour autant, on a ce phénomène aussi là en cours de personnes qui changent de carrière, ces reconversions qu'on voit aussi nous arriver. Pour le coup, on en a pas mal qui arrivent chez nous. Et en effet, il y a des spécialités qui nécessitent d'avoir un certain background, mais pour des profils qui sont plus difficiles à trouver, on a des profils, par exemple, dans l'administratif, qui sont hyper durs à trouver. Enfin, des assistants ou des assistantes administratives, c'est compliqué, en fait. C'est une denrée rare. Et là, je pense qu'il faut aussi faire des choix audacieux quand on recrute. Et la compétence s'acquiert.
à partir du moment où il y a l'envie, la motivation, quelques soft skills de base. Et ensuite, on met en place ce qu'il faut pour former les gens. Mais en effet, il faut prendre des risques dans ces recrutements. Et pour les profils qui sont les plus rares, je ne parle pas d'électronique de puissance où là, on a des docteurs en face de nous, donc voilà, qui ont des très gros niveaux de diplôme. Pour certains profils qui sont un peu difficiles à les trouver, il faut faire confiance et puis se baser plutôt sur l'envie et la motivation que sur des compétences et des briques de compétences qu'on peut acquérir une fois qu'on est dans l'entreprise. Et sur les profils développeurs, de ton côté, tu as cette problématique aussi ? On a assez peu de développeurs chez nous. On a des gens qui sont plutôt spécialisés en intelligence artificielle, pour le coup. Et on n'a pas pour le moment de difficultés, mais on n'a pas non plus un volume incroyable. Donc, on n'a pas de soucis pour le moment. Oui, peut-être pour qu'on puisse avoir une vision. La taille de ton équipe software, IA, elle fait combien de personnes ? Ouais, c'est une dizaine de personnes pour l'instant. Ok. Julien, toi, de ton côté ? 65 personnes sur Product Engineering. Ok, les volumes sont un petit peu différents. Merci. Et alors, on va passer sur le côté plutôt, je dirais pas classique, parce que comme tu l'as dit, enfin voilà, Julien, le mot start-up fait briller, mais en tout cas, du coup, plus historique, puisque du coup, c'est des secteurs qui sont là depuis plus longtemps. Estelle, ton côté, on a discuté pas mal sur les difficultés liées au métier en lui-même, de la comptabilité, du fait que les classes étaient difficiles à remplir. Et que le Covid aussi, pour l'audit, avait rendu ce métier moins attractif. Et c'était ces points qui étaient compliqués de ton côté, mais que tu mettais en place quand même pas mal de choses pour essayer d'y remédier. Tu nous en dis un peu plus ? Oui, c'est vrai que les métiers du chiffre en général, voilà, nous on fait pas le poids par rapport aux start-upers, donc on a une image qui est pas glamour, qui est pas sexy, donc il faut aller au devant. Nous, on a raisonné depuis longtemps. On ne raisonne pas en cabinet, on raisonne en prestation de service, une PME parmi tant d'autres. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses. Et puis, on est parti du constat que, alors nous, à HLP, on est un cabinet indépendant. Et donc, en fait, les gens ne nous connaissent pas, les étudiants ne nous connaissent pas. Ils connaissent tous les grands groupes anglo-saxons, bien évidemment. Donc, il fallait aller à la source pour les recrutements. Et donc, on a fait une présence école très forte, de manière systématique, avoir des liens privilégiés avec nos écoles, aussi bien dans les forums que de donner des cours, être présent dans des conférences, pour que les étudiants puissent entendre au moins une fois le nom d'HLP. Ça, c'est un premier élément. Parce que nous, on a beaucoup d'alternants, en fait, depuis de nombreuses années, pour apprendre notamment le savoir-être. Voilà, la compétence, on l'apprend en cours, mais voilà, pour après être en mesure de grandir assez rapidement. On trouve que c'est un bon format qui est assez nouveau, mais qui fonctionne bien dans nos métiers depuis quelques temps. Ensuite, sur le recrutement, moi, je travaille avec des partenaires. C'est-à-dire que voilà, les CV qui vont sur la place, voilà, c'est le premier qui l'a voilà, pour pouvoir avoir le candidat. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Et donc, on travaille avec des partenaires, cabinets de recrutement, où au moins les gens qui viennent, et notamment des gens qui viennent de Paris, on a un certain nombre de personnes depuis le Covid qui ont quitté Paris, donc ça, on en profite, mais qui sont un petit peu convaincus des spécificités de notre entreprise par rapport à d'autres cabinets. Et après, on a beaucoup travaillé sur pourquoi HLP par rapport à d'autres. Effectivement, on a des choses assez évidentes, comme quoi voilà, on est indépendant, donc on a beaucoup travaillé. Nous, c'est les valeurs humaines qui sont là depuis de nombreuses années. Tout le monde connaît tout le monde, et voilà, on n'est pas dispersé sur des multisites, donc on travaille vraiment sur cette convivialité et sur les relations humaines, avec ses limites pendant la période de Covid où il a fallu tout réamorcer. Mais en tout cas, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis aussi, avec des perspectives d'évolution, nous, aujourd'hui, les managers sont actionnaires d'HLP. Et donc ça, c'est quelque chose... alors, ça peut paraître évident dans beaucoup de PME. Nous, on a de la chance dans notre métier que c'est un petit peu... En tout cas, sur Nantes, à ce stade, je crois qu'on est le seul. Donc, c'est un petit peu différenciant. Donc, en fait, ça montre aussi la place de l'humain. Nous, les gens qui contribuent à la valeur ajoutée de l'entreprise, voilà, ils sont... Enfin, on leur propose, en tout cas, à terme, de faire partie prenante de cette ManCo, avec des liens privilégiés, avec un séminaire associé et manager tous les ans.
Donc voilà, donc on a vraiment travaillé sur notre différenciation et puis en partenariat avec une agence de marque employeur pour vraiment affirmer qui on est en partant du principe qu'il en faut pour tout le monde et puis essayer d'attirer les talents à qui on peut correspondre en fait. C'est quand que tu as commencé ce travail sur la marque employeur ? La marque employeur, on l'a commencé il y a 1 an et demi. Voilà, on s'est un peu repenché pendant cette période Covid, parce qu'en fait, on a la difficulté du turnover. Alors nous, il est moins important, mais cette année, il a été très flat pendant les 2 dernières années, mais là, on sent beaucoup plus de volonté, en tout cas de départ. Pour plusieurs raisons, le sens, l'attractivité aussi de nos clients qui aiment recruter. Et puis c'était aussi la suite logique, on fait grandir les gens et quand ils sont arrivés à une certaine maturité, ils peuvent prendre des postes aussi à responsabilité en entreprise. Et puis il faut faire face aussi à la croissance. Donc voilà, il faut qu'on arrive à recruter pour pallier au départ et également pour pallier à la croissance. Donc on a travaillé ça depuis 1 an et demi en faisant des enquêtes et c'est parti. Voilà, tous les collaborateurs ont été questionnés sur pourquoi le HLP, les valeurs, les points positifs, les axes d'amélioration et puis voilà, de manière très très large. Excuse-moi, je peux rajouter un petit truc par rapport à ce que disait Estelle. Pour aller chercher des profils un peu rares, on a quand même cette opportunité-là, justement, du télétravail. Grâce au Covid, justement, qui a ouvert toutes ces portes-là. Il y a des profils, tu parlais de Paris à l'instant, il y a des profils qui étaient très concentrés sur Paris, qu'à une certaine époque, on n'aurait pas pu avoir chez nous. Moi, je prends l'exemple de notre directeur juridique, qui est sur Paris, en effet, et au départ, dans notre brief, on s'est dit notre directeur juridique, il faut qu'il soit dans nos murs, absolument, parce que voilà, c'est important qu'on l'ait à côté de nous. Et en fait, pas du tout. On s'est ouvert à d'autres villes de France et il fait des allers-retours de temps en temps et ça se passe très bien. Et je pense que c'est quand même une belle opportunité, une chance qu'on a eue, cet épisode Covid par rapport à ça. On peut aujourd'hui recruter partout en France et partout dans le monde pour des postes qui, à une époque, s'imaginaient au siège. Il y a peut-être une ouverture des chakras sur ce sujet-là, l'attention faisant que toutes les entreprises font de plus en plus de télétravail. Et pourtant, Julien, tu me partageais ce matin que du coup, le patron de Tesla avait fait le buzz justement sur le fait de revenir un peu sur ce côté télétravail. Oui, vous avez peut-être vu passer ce leak de l'email que Elon Musk a envoyé à ses exécutifs chez Tesla. Où il leur a dit, écoutez les mecs, si vous voulez faire du télétravail, c'est possible. Par contre, vous venez bosser 40 heures minimum par semaine, et c'est minimum 40 heures au bureau, et c'est pas un bureau annexe, c'est dans les bureaux de Tesla. Et c'est ça, ou sinon vous allez vous trouver du boulot ailleurs. On connaît Elon Musk pour ses sorties un peu, des fois, sanguines. Mais c'est intéressant de voir une icône emblématique de la tech, de l'innovation, voilà, une star parmi les patrons, taper d'un seul coup du poing sur la table en disant écoutez, voilà, maintenant il faut qu'on se reconnecte, faut qu'on se retrouve, faut qu'on bosse ensemble. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que ça y est, comme en France, finalement, on a retrouvé le cours normal de nos vies. On est retourné là, voilà, on a cet événement, les masques sont tombés, enfin, on reprend les transports publics sans masque, on va au cinéma, dans les spectacles, on sort dans les bars, les festivals ont redémarré. Tu sais, la vie normale est de retour, mais on n'est pas retourné au bureau. Et c'est le seul endroit, finalement, où les gens ne sont pas encore complètement retournés. Et la question, c'est, voilà, pourquoi ? C'est vrai que du coup, on se pose la question, guerre des recrutements. Toutes les entreprises, en tout cas, acceptent le télétravail parce qu'on a des difficultés à recruter. Est-ce que si on n'avait pas de difficultés à recruter, on accepterait autant le télétravail ? Moi, c'est toujours une question que je me pose. Et Valentine, de ton côté, toi, tu me disais que le secteur de l'assurance, c'était l'une des meilleures conventions collectives, mais c'était pas fun. Et que du coup, ça n'attirait pas. Et du coup, ça rendait la tâche un peu plus compliquée pour recruter. Je rejoins un peu Estelle. Pendant très longtemps, la banque assurance, c'était plutôt très attractif parce que les gens
cherchaient des évolutions de carrière, une forme de sécurité, etc. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est pas ce qui fait rêver les jeunes de faire des formations assurantielles. Et c'est bien dommage parce qu'on n'a pas suffisamment de candidats. Mais en effet, être actuaire ou être... c'est pas ce dont ils ont envie. Moi, j'ai un fils qui est venu faire un stage là, dans l'entreprise et lui, ce qui lui a plu, c'est la com, le marketing. Pas du tout d'être actuaire ou statisticien sur de l'évaluation de risque en assurance. Donc du coup, on est aussi confronté de la même manière à une pénurie de ressources. Il n'y a pas assez de BTS assurance et de formation assurantielle en France. Il n'y a pas beaucoup de profils et on se bagarre sur la place de Nantes. Tous les assureurs se bagarrent sur les mêmes profils de chargés d'indemnisation, etc. On essaye de se différencier. On a travaillé beaucoup sur une forme d'entreprise responsabilisante parce que la banque assurance, c'est quand même assez tradit en termes de management, c'est assez hiérarchique, etc. Donc on essaye de casser un peu ces modèles et d'aller vers des choses un peu différentes parce que c'est un environnement qui est très contrôlé. Et heureusement, il y a des organismes de contrôle, mais du coup, c'est encore un plus grand challenge de donner du champ et de donner de la responsabilité dans un environnement très contrôlé. Donc ça, on travaille pas mal là-dessus. Et puis, différenciation, on a par exemple négocié un nouvel accord temps de travail qu'on a signé très récemment, où quand on rentre dans l'entreprise, on peut choisir de travailler 35 ou 37 heures. Et en fonction de la durée du travail, on n'a pas le même nombre de jours de RTT. Et tous les ans, on peut changer sa durée du travail en fonction de sa situation de vie. Alors, je démarre dans la vie active, j'ai besoin de plutôt gagner un peu plus de sous parce que je m'installe, etc. Après, j'ai des jeunes enfants, je vais avoir besoin de plus de temps. Et on peut moduler comme ça. Et ça, c'est très différenciant parce qu'il y a très peu d'entreprises qui l'ont fait. Je sais que Nord-Auto a un accord un peu similaire, par exemple. Et donc, ça nous permet de faire la différence aussi en termes de salaire par rapport aux autres compagnies, puisqu'on propose à chaque embauche, vous voulez travailler 35 ou vous voulez travailler 37. Donc, je pense qu'il faut être créatif et aller vers des choses, parce que sinon, on a tous la même chose. C'est vrai ce que disait Julien, même l'environnement de travail, la qualité de vie au travail, on a tous quand même déjà pas mal bossé là-dessus. Donc voilà, mais... Encore une fois, nous, les salaires n'ont pas pris 20-40%, on est peut-être sur des 3%. On a une rareté de profils. Je crois que ça passe quand même beaucoup par les filières et rendre les filières attractives. Donc, travailler avec le ministère de l'Éducation, travailler avec les formations. Parce que sinon, on ne va pas les inventer. Hein. Il n'y en a pas, quoi. Donc, et alors justement, une fois qu'on a recruté, comme il n'y en a pas beaucoup, on veut les garder. Et donc, comment, parce que c'est énormément de moyens déjà mis dans les entreprises aujourd'hui pour recruter, pour se développer, pour affirmer sa marque employeur, refaire ses bureaux, mais c'est tout autant de moyens pour du coup satisfaire le contrat entre guillemets qu'on a du coup avec nos équipes. Alors si on prend un peu le parcours du candidat, c'est quoi le secret d'un bon onboarding? Nolwenn, je me tourne vers toi parce que tu m'en as parlé quand on a échangé par téléphone. C'est quoi le secret chez Life d'un bon onboarding? Alors, je ne sais pas si on détient le secret, mais en tout cas, on y fait vraiment très attention parce qu'on considère que la fidélisation, elle est très liée au premier jour, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie du salarié, évidemment, mais c'est pas un hasard si on dit que la première impression joue beaucoup. Donc on essaye de pas être juste dans l'impression, mais dans les faits. Et en tout cas, on met le paquet sur le parcours d'intégration avec un parcours d'intégration qui démarre avant l'embauche. Et ensuite un parcours dès le premier jour avec un programme qui est bien établi et un suivi qui va jusqu'aux 4 premiers mois qui est assez intense. C'est très apprécié. Avant que les gens arrivent chez nous, on prévient l'ensemble de l'équipe évidemment qu'on a un nouveau collaborateur. C'est assez classique, mais on demande à chacun aussi d'envoyer un petit message sur LinkedIn à cette personne-là qui se sente attendue, intégrée avant d'être intégrée. Et déjà, ça joue beaucoup, je pense, sur l'attachement à l'entreprise. Et je pense que l'attachement et la fidélisation sont très liés. Et puis, pour la fidélisation, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez clé aussi. C'est
d'embaucher des gens bien qui vont pas aller polluer les équipes en fait, parce que ce qui joue beaucoup sur le départ des gens, c'est d'avoir dans son équipe quelqu'un qui vient perturber un peu le climat. Donc pour le coup, de notre côté, on a un KPI ultra fort, c'est le KPI zéro con dans l'entreprise. Donc bon, des fois on peut le découvrir plus tard, hein. Mais en tout cas on est hyper vigilant à ça parce qu'on sait que l'impact est énorme et peut vraiment jouer sur la fidélisation des équipes. Donc du coup tes 2 KPI, c'est zéro con, premier jour de recrutement. Ouais, on a un process d'X lignes sur l'intégration avec vraiment des étapes qui sont très très suivies et ça nous demande beaucoup de boulot. Mais quand on fait nos rapports d'étonnement au bout d'un mois ou deux, c'est la première chose dont on nous parle. C'est voilà, moi j'ai jamais été aussi bien accueilli dans une entreprise. Ben voilà, c'est marquant. On fait toujours une standing ovation. On a toujours des et c'est pas fake en fait, c'est juste ça aussi, c'est que ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois d'intégrer quelqu'un et on lui dit et en général on a ce retour qui est plutôt positif. Donc ouais, l'intégration et puis surtout faire attention à qui on intègre dans une équipe pour éviter de déstabiliser le climat et perdre. En général, c'est souvent les meilleurs qu'on perd, donc et perdre ceux qui sont là depuis plus longtemps et puis qui quittent le bateau parce qu'ils ont été déçus en fait. Et du coup, enfin voilà, après ce premier jour ou après cette intégration, on pourrait aussi parler du parcours d'évolution, en tout cas des personnes dans l'entreprise. Qu'est-ce que Julien, par exemple, toi, comme tu disais, ton entreprise est un peu plus vieille. Tu es une vieille start-up, c'est ce que tu as dit en intro. Du coup, comment tu as travaillé ce parcours d'évolution pour du coup permettre de fidéliser maximum tes collaborateurs? Ça s'est fait dans le temps. Il faut déjà avoir une masse critique et puis finalement des parcours. Voilà. Et donc ça s'est structuré et aujourd'hui effectivement on a des parcours d'évolution qui peuvent être spontanément hiérarchiques, mais on a des gens aussi qui changent d'équipe et de métier. Et puis quand on est dans un développement à l'international, on a aussi des talents qui peuvent avoir une mobilité et aller dans un autre pays. Donc ces parcours finalement au début ils se sont faits de façon intuitive et ensuite on les a davantage structurés et on a aussi appris à communiquer dessus en interne parce qu'en fait c'est des histoires qu'il faut réussir à partager en interne pour qu'elles soient d'un seul coup tangibles, réelles et que les équipes puissent se projeter dans cette évolution. Voilà. La réalité aussi c'est que tout le monde ne peut pas changer de métier, tout le monde ne peut pas devenir manager et tout le monde ne peut pas partir aller bosser à Boston. Voilà. Et donc, il faut aussi, je pense que c'est important, réussir à vivre dans un monde où on doit accepter une forme de turnover. Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même dépendant d'un univers macroéconomique. Quand il y a une hypertension et que tout le monde chasse partout, bon, c'est comme ça, il faut réussir à composer avec. Bon, là, on a un gros nuage financier, un gros nuage noir financier qui est en train d'arriver et ça va énormément se calmer. Donc, le turnover sera un peu moins fort, mais ça veut dire qu'il faut réussir à l'anticiper. Donc, ça veut dire qu'en amont, il faut aussi structurer des équipes qui sont en capacité d'aller sourcer, identifier les candidats, commencer à nouer une relation avec eux, leur parler de l'histoire de la boîte, du rôle qu'ils peuvent jouer, d'entretenir cette relation pour créer des pools et des viviers qu'on est en capacité de pouvoir activer, quitte à maintenir en fait tout un ensemble de processus de recrutement et en permanence avoir des candidats prêts à rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, là où on pouvait avoir un turnover très faible, très en dessous des médianes et des benchmarks marché, aujourd'hui on est dans le bench et le bench en ce moment il est particulièrement élevé. Et en fait, il faut composer avec, quoi. Voilà. Et on pourra faire tous les efforts de la Terre pour paraître la boîte la plus attractive qui offre les meilleures conditions de travail. À un moment donné, les gens sont approchés et il y a des fenêtres qui s'ouvrent et c'est normal.
et ils ont envie d'un nouvel horizon, de découvrir un nouveau métier, un nouvel environnement, d'évoluer, de prendre le poste qu'ils ne peuvent pas réussir à prendre dans la boîte, et ils partent. Et en fait, il faut vivre avec. C'est très juste. Et de votre côté, Estelle et Valentine, pour la fidélisation, est-ce que du coup vous avez des KPI comme Nolwenn ou plutôt dans une forme de voilà, il n'y a pas le choix, on accepte et puis on fait déjà énormément de choses et voilà. Nous, l'enquête nous a montré que sur la marque employeur, qu'on n'avait pas, ce qui nous semblait évident, n'était pas suffisamment formalisé. Donc sur les perspectives d'évolution, donc on a travaillé dessus. Donc on s'est servi du terrain, ce qui a remonté du terrain pour s'améliorer. Et on a une difficulté, nous, c'est le temps de travail. Beaucoup de personnes n'essayent même pas. On a une moyenne d'âge de 34 ans chez HLP, et un certain nombre de personnes n'essayent pas, ou au bout de quelques mois après un congé mat, n'arrivent pas à concilier vie pro et vie perso. Donc nous, c'est vraiment notre sujet, d'abaisser ce temps de travail, parce que forcément, il y a toujours des questions, toujours des choses à faire. Donc c'est où est-ce qu'on s'arrête, sachant qu'on a des échéances mensuelles ou annuelles ou trimestrielles, en fonction des entités qu'on accompagne, mais on est toujours avec des échéances. Et donc voilà. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais juste citer un exemple, mais celui qu'on nous remonte le plus souvent, c'est qu'on a viré des clients qui parlent mal aux gens, des clients qui parlent très mal au secrétariat, à l'accueil, moyennement mal ou moyennement bien aux collaborateurs, et qui se retrouvent des vertus pédagogiques juste avec l'associé. Donc ça, on a montré que nous, on s'affirme un cabinet de valeurs humaines, donc quand on n'a pas le temps, autant travailler avec des gens chouettes, qui nous comprennent, avec qui on a envie de bosser. Donc ça, on a fait ça et ça a eu un énorme impact. Et de toute façon, comme on est plutôt en croissance, on a des gens qui font appel à nous, autant travailler et d'accepter des clients chouettes qui ont plutôt envie de bosser et où on a des valeurs plutôt communes. Et l'autre élément, c'est que sur les missions un peu exceptionnelles, les audits d'acquisition ou des choses qui sont moins récurrentes, sur des clients qui ne sont pas récurrents, ça nous arrive de plus en plus, mais ça nous arrive de refuser, et on le dit. Et en disant, nous, on ne souhaite pas pousser. Il faut aussi qu'on soit cohérent avec ce qu'on veut et ce qu'on aime. Moi, dire bonjour le matin, quand on fait le tour des bureaux, de dire bonjour à des gens qui ne vont pas bien, je le vis très mal, et mes associés également. Donc, entre un client et un collaborateur, et là je parle aujourd'hui en 2022, on est sur un terrain économique macro où personne ne manque de travail, ou très peu en tout cas, et donc à choisir aujourd'hui, c'est la priorité aux collaborateurs, parce que sans nos collaborateurs, sans nos talents, on ne servira pas correctement nos clients. Donc zéro con dans l'entreprise, que ce soit côté collab ou du coup client. De ton côté, Valentine? Je pense qu'en effet, on a bien intégré que l'expérience collaborateur était largement aussi importante que l'expérience client. Donc, on œuvre beaucoup là-dessus. Alors, onboarding, pareil, nous, on a refondu tout le parcours d'intégration. Et je crois que le premier jour, la considération qui est apportée aux collaborateurs me paraît en effet essentielle. Et ce n'est pas très compliqué, en fait, de bien accueillir quelqu'un. Donc on essaye toujours d'avoir un café d'accueil avec l'ensemble du comité de direction, en tout cas ceux qui sont là, et de se présenter individuellement tous les directeurs et d'accueillir vraiment bien le collaborateur. On a évidemment refait le welcome pack, le livret d'accueil. Et puis à distance de l'intégration, 4 à 6 mois après, on a une matinale où on regroupe en fait tous les embauchés des 4 à 6 derniers mois. Et là, ils font sous une forme très ludique, c'est que du jeu, il y a un jeu de piste, il y a un travail qui est très intéressant pour nous, parce qu'on a un rapport d'étonnement de l'ensemble de ces collaborateurs qui ont été intégrés. Et puis, on les fait travailler sur des jeux, sur les valeurs, sur tout ça. Parce que quand on rentre dans une entreprise, on est très focusé sur son job, sur ce qu'on va apprendre. Donc, on nous donne beaucoup d'informations sur les valeurs, la culture, l'entreprise, qui fait quoi, etc. Et ils retiennent quasi rien. Donc, en fait, on fait ça plutôt à distance et ça fonctionne bien. Et puis il y a un déjeuner avec le DG. Alors ça, c'est quand même le kiff total. Donc ça, c'est pour l'onboarding. Et pour la fidélisation,
La fidélisation, je pense que l'investissement sur la formation manager me paraît être essentiel. Parce que on peut mettre plein de trucs à l'entrée, on peut faire des super trucs en qualité de vie au travail. Si le manager n'est pas bon, les collaborateurs, ils travaillent rarement pour une espèce de vision, etc. Et ils bossent beaucoup pour leur équipe et pour leur manager. Donc beaucoup d'investissements sur les formations managériales. Tous nos managers passent en formation manager accompagnant. Donc un programme qui va vers vraiment une transformation de la posture, vers le manager coach. Beaucoup de développement personnel pour travailler là-dessus. Et tous les ans, on remet des budgets importants sur la formation managériale. Donc ça me paraît essentiel. Et puis après, c'est assez impalpable parce que c'est plein de petites choses qui font que le collaborateur va rester. Donc ça va être en effet la convivialité, le collectif, ce qu'on fait sur la mobilité durable, les fresques artistiques qu'on va mettre dans le parking à vélo. Enfin, c'est tellement plein de petites choses qui font qu'il y a un attachement qui se crée finalement avec l'entreprise, avec le collectif. Donc c'est multiple, la fidélité. Merci beaucoup, merci à tous. Ce que je propose, c'est comme il nous reste 4 minutes, on va se faire un petit temps de questions maintenant. Et Simon, je vais peut-être te demander de l'aide pour les micros. Est-ce que certains ont des questions pour nos invités? Dites-moi, j'arrive. Bonjour. Donc nous, on travaille avec beaucoup de développeurs, on discute avec beaucoup de développeurs. Et la question que je voulais poser, c'est que tout à l'heure, tu disais que ce que vous avez augmenté en premier, c'est les salaires, c'est ce qu'ils recherchaient, etc. Et nous, en leur posant la question, les premiers points qui reviennent, c'est le projet, après le télétravail et après le salaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils disent à nous parce qu'on est un job board et que ça fait plus cool de dire qu'on cherche d'abord le projet et après le télétravail et après le salaire? Ou en fait, c'est quelque chose qui est vraiment réel? Non, tu as raison. Évidemment, et en particulier chez les ingés, j'ai le sentiment, je peux me tromper, hein, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas toujours très sensibles au sujet du sens, de la mission, etc. Extrêmement sensibles au stack techno, au mode de collaboration, donc comment je travaille, et aussi très sensibles au niveau des gens avec lesquels ils vont bosser. Voilà. Et globalement, c'est ça qui fait qu'ils ont envie de produire, ils ont envie de développer, ils ont envie de créer, etc. Malgré tout, il y a une telle dynamique sur la rémunération que celle-ci vient complètement, finalement, bousculer tous ces sujets intrinsèques. Parce que c'est ce que je disais, quand d'un seul coup, on propose un gap de rémunération qui est d'un tiers, nécessairement, ça bouscule aussi beaucoup de prérequis sur le mode de collaboration et la technologie sur laquelle je vais œuvrer. Voilà. Quelqu'un veut compléter ou non, c'est bon? Une autre question peut-être? Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, Priscille Renardet, chargée des partenariats privés à Stéréolux. Alors moi, je voulais évoquer la possibilité du mélange des genres en matière de différenciation et d'expérience collaborateur et de marque employeur. Donc à Stéréolux, vous nous connaissez, hein, on est voisins, donc je vais un peu prêcher pour ma paroisse. On a développé pour les entreprises des ateliers collaboratifs qui font participer des artistes, des DJ, des slammers, des vidéastes, pour créer des projets sur lesquels les salariés deviennent vraiment acteurs. Valentine parlait tout à l'heure d'une fresque artistique. Nous, ce qu'on pourrait proposer, ce serait que les salariés eux-mêmes la réalisent en collaboration avec des artistes. On a fait un clip collaboratif pour le Crédit Agricole ou un mapping avec les salariés d'Imaprotec. Donc voilà, c'est ces petites choses, l'incitation au mélange des genres, bon, voilà, pour générer une forme de fierté d'appartenance pour les salariés. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je prends l'idée parce qu'on est toujours à la recherche de choses un peu créatives, sachant dans un secteur d'activité vraiment très traditionnel. Valentine, t'as été très sympa pour pas dire, voilà, en disant que c'était un métier, un secteur, mais il faut poser le mot traditionnel et pas sexy. Donc moi, je prends l'idée que je soumettrai à notre RH parce que je pense vraiment qu'il faut être différenciant et assumer ce qu'on est et pour pouvoir, on n'est pas les uns contre les autres, mais assumer pour toujours pour attirer. Bonjour. C'était peut-être un point de complément par rapport à la précédente question qui a été posée sur le potentiel sentiment de décalage entre la verbalisation d'attente d'un côté et la verbalisation d'autres attentes d'un autre côté. Et en fait, si on s'inspire un petit peu de tout le travail qui a été fait sur l'expérience client, utilisateur, avant même de penser à l'expérience candidat ou l'expérience collaborateur, en fait, on apprend juste que l'humain est hyper nul pour exprimer ses attentes et savoir effectivement ce qui motive ses comportements et le fait qu'il reste dans une boîte ou qu'il va postuler pour une autre boîte. Donc la question du salaire, elle est effectivement importante, mais j'aime pas trop l'image de la pyramide de Maslow, mais je vais quand même l'utiliser pour illustrer. Mais en fait, la question du salaire, en fait, c'est juste un basique. Donc, si on interroge des personnes qui, sur le plan du salaire, sont déjà satisfaits, bien évidemment, qu'ils vont apporter d'autres éléments. Et à contrario, on voudra pas d'un baby-foot ou d'une salle de pause à côté de, si le salaire n'est pas au bon niveau. Donc en fait, la question, c'est pas tant pourquoi les gens disent des choses différentes et quelle réponse on doit choisir, c'est utilisons des moyens d'aller les interroger qui permettent d'avoir accès aux raisons, quand bien même elles sont potentiellement inconscientes. Ça va faire réagir nos invités. Allez-y. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que chez Arkea, on est justement en train de travailler sur ce baromètre de l'expérience collaborateur, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les enquêtes de satisfaction client. Alors, on a tout un cas d'enquête à tiède, à chaud, à froid, post-sinistre, etc. Et l'idée, c'est d'aller un peu vers la même chose, c'est-à-dire de faire parfois, évidemment, des enquêtes annuelles, type baromètre, etc., mais aussi des enquêtes post-expérience sur les collaborateurs. Et donc, je viens de vivre une mobilité groupe, et là, je vais avoir un retour de satisfaction suite à cette expérience, par exemple. Et donc, ça ressemble un peu à ce qu'on mène dans Nous, on travaille avec la voix du client qui délivre tout un tas d'enquêtes comme ça, post-sinistre. Et c'est très intéressant parce qu'on essaye de creuser justement quels sont les facteurs qui sont plutôt positifs ou négatifs suite à des expériences vécues par le collaborateur. Merci beaucoup. Pour compléter sur la partie salaire, nous, on utilise un questionnaire en fait pour le salaire et on essaye de creuser pourquoi les gens prétendent à tel ou tel salaire. Et on essaye de creuser justement quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils pensent apporter comme valeur et on leur demande à chacun cet exercice-là de réfléchir objectivement à cette question du salaire. Et l'idée, c'est d'arriver ensuite à un salaire juste qui n'est pas juste fondé sur j'ai été voir mon benchmark et a priori je vaux tant, mais c'est aussi une question de besoins personnels. Tu parlais de la pyramide de Maslow. Il y en a qui vont avoir des besoins financiers forts et on doit aussi, je pense, en tenir compte. Et puis d'autres qui sont à un autre stade et qui ont des prétentions qui sont un peu moindres. Et je pense que c'est important d'aller creuser cette question du salaire. C'est pas juste un chiffre posé derrière une proposition, mais une réflexion qu'il doit y avoir derrière. Peut-être une avant-dernière question au fond. Allez-y. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mathieu, donc je suis directeur d'agence dans une ESN nantaise. Et on parle beaucoup de guerre de recrutement, on a parlé de fidélisation. On parle peut-être peu de comment faire quand une personne vous indique être en difficulté. Quelles sont vos méthodes pour l'aider à rester, que ce soit une difficulté professionnelle, une difficulté personnelle? Question pas facile. Difficulté personnelle, là c'est pareil, on est vraiment très, très confronté à la capacité de chacun de s'exprimer sur ses difficultés personnelles. Donc il faut avoir des antennes en fait, et c'est ce qu'on demande en général au RH. Et en termes d'accompagnement, on se doit côté RH d'être irréprochable sur la santé de nos collaborateurs.
Donc c'est quand il y a des difficultés personnelles et qu'on arrive à avoir l'information, la première chose c'est de mettre en sécurité les gens, en sécurité morale. Et après le souci c'est de ne pas réussir à tout identifier en effet et de pas mettre le doigt sur des difficultés qui sont pas exprimées. Et là c'est là que le collectif est important aussi, parce que si on a un collectif qui est solidaire et qui est en capacité d'identifier ces signaux faibles, on pourra à la fois côté RH mettre en place ce qu'il faut et compter sur l'équipe aussi pour potentiellement repositionner une personne qui ne se sent pas bien là où elle est ou l'aider à se confronter à ces problèmes quotidiens. Merci beaucoup. Vous voulez compléter? Non, c'est bon? Non je pense qu'on travaille beaucoup avec les managers là aussi sur le cerveau droit. Les émotions dans l'entreprise, pendant longtemps, on les a un peu rejetées. Donc, on travaille vraiment, et les formations managériales qui sont très orientées posture, développement, travaillent beaucoup sur cet aspect-là, déjà pour pouvoir identifier. Et puis après, quand on a un collaborateur en difficulté, on essaye de travailler aussi avec tous les partenaires qu'on a à notre disposition. Alors ça peut être en effet médecine du travail, mais aussi l'action sociale. Ça dépend en fait de la problématique, mais c'est très personnalisé en fait. Chaque cas est individuel. Mais en tout cas, en termes de bienveillance, on est très attentif, en effet, à préserver la santé physique et morale des collaborateurs. Merci à tous les 5. Merci pour vos témoignages.